Merci de nous retrouver dans la seconde partie de Témoins de campagne sur Sciences Po TV avec Noël Mamère. Alors, dans cette seconde partie, on va parler d'Europe Écologie et d'Eva Joly. Dans un sondage Présidoscopie qui a été réalisé par Ipsos et qui est paru la semaine dernière, il apparaît qu'Eva Joly a un sérieux problème d'image. Elle est taxée de manque de dynamisme par 59% des Français, de manque de sympathie par 75%. 91% des Français pensent qu'elle est dépourvue de stature présidentielle et elle ne dépasse pas les 3% dans les intentions de vote. Est-ce que les idées écologistes qui ont rencontré un certain succès lors des élections européennes et régionales n'ont pas trouvé une mauvaise candidate pour les relayer ? Je ne crois pas que ce soit un problème de candidate. Je suis d'ailleurs très étonné. Moi, je suis le premier à tomber de l'armoire quand je lis ce sondage, parce que lorsqu'elle a déclaré sa candidature il y a un petit peu plus d'un an, c'était pas du tout. Les Français avaient un point de vue tout à fait différent sur elle. Alors, qu'est-ce qui a pu faire basculer Écoutez, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'abord de faire une campagne en 2012 qu'en 2002, paradoxalement. Parce que pour n'importe lequel d'entre nous, candidat des écologistes, c'est une campagne difficile. Donc Eva, elle est soumise de Dominique Voynet en 2007. Oui, qui a été victime du vote utile, de la réplique de 2002. C'est aussi c'est très très lié à la personne quand même, la non, candidature écologique. Je crois pas que ce soit lié. Vous aviez une certaine popularité, vous aviez fait 5,5% me semble-t-il. J'ai pas les chiffres. 5,25 très exactement. 5,25%. Oui, mais c'était en 2002, c'est pas en 2012. On pouvait se singulariser beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui, parce que nos idées n'étaient pas encore dans la société. Or là, elles ont vous voyez, par exemple, une de nos grandes victoires, c'est le fait qu'aujourd'hui on puisse discuter du nucléaire autrement que de manière théologique et passionnelle. C'est un sujet qui va venir sur la table de la société, et je pense que c'est à nous qu'on le doit, peut-être aussi à l'effet Fukushima, mais qui aura des effets à plus long terme sur le rejet d'un mode de production qui est incontrôlable. Sur Eva Joly, moi je pense que c'est une bonne candidate, elle a une très grande légitimité, elle vient de la société civile. C'est d'ailleurs assez extravagant de voir combien, auprès même des journalistes, elle semble on la traite comme si elle n'était pas du sérail, comme si elle n'avait pas sa place si elle n'avait pas sa place dans le jeu politique. Mais bien sûr, c'est précisément ce qui fait sa singularité, c'est qu'elle ne vient pas du sérail. Et quand on fait des enquêtes d'opinion sur ce que veulent les gens disent on en a marre de ces politiques qui viennent toujours des mêmes endroits, de l'ENA, de Sciences Po, les appareils politiques. On veut des gens de la société civile. On leur offre quelqu'un qui vient de la société civile, qui a affronté les puissances d'argent, qui a affronté les puissances politiques, qui est une double nationale, donc qui aime la France, qui a choisi la France, qui vient de cette sorte de république du mérite. Et quand elle est devant les journalistes et devant l'opinion, on dit non, elle fait pas partie de la famille, elle n'a pas sa place sa carrière professionnelle, c'est très étrange. Dans sa carrière professionnelle, elle a eu l'image de quelqu'un de rigoureux qui symbolisait l'ordre et une certaine transparence. Est-ce que elle porte, même si ses idées ne sont évidemment pas incompatibles, est-ce qu'elle porte véritablement l'ambition écologique ? Elle porte l'ambition écologique. Vous savez. Moi, je n'hésite pas à dire qu'Eva Joly, c'est à la fois l'image du. Qui a dit qu'on la verrait mieux chez Bayrou. Non, mais vert de la dernière heure, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints, qui n'étaient pas forcément des Verts. D'ailleurs, les Verts ont fait preuve d'une grande intelligence politique à l'occasion des élections européennes, quand ils ont accueilli des personnalités comme Eva Joly, ou comme José Bové, ou Yannick Jadot, ou Sandrine Bellier, ou Jean-Paul Besset, qui ont été tous tête de liste aux européennes. Donc c'est bien la preuve que nous sommes capables de nous dépasser, parce que nous savons que nos idées dépassent très largement notre périmètre écologique. Donc je pense qu'Eva Joly, elle est tout aussi habilitée que n'importe lequel d'entre nous à défendre notre projet de société. Mais il se trouve que effectivement, là, nous sommes dans une situation difficile, d'autant plus difficile que une partie apparemment assez sensible de notre électorat, ceux qui nous ont donné 18% aux européennes, sont des gens qui ne sont pas des militants, sont des sympathisants de nos idées, de notre démarche, de ce que nous sommes, de notre singularité dans le paysage politique. Mais je pense que c'est un électorat qui éprouve un certain rejet, ou un fort rejet de Sarkozy. Et donc ces gens-là, pour une présidentielle, ils vont opérer un vote stratège. Alors justement, ils vont sans doute voter Hollande dès le premier tour pour mieux se débarrasser de Sarkozy. Et peut-être
et ils reviendront vers nous à l'occasion des législatives. Voilà, justement, est-ce que ce parti n'est pas inadapté à l'élection présidentielle? Vous avez fait de forts scores régionales, de forts scores aux européennes, mais lorsqu'il s'agit d'incarner une stature présidentielle et un projet... C'est pas un problème de stature présidentielle, c'est que c'est une élection qui ne nous convient pas. C'est une élection qui est très... Vous savez, je fais partie des députés qui ont combattu l'inversion du calendrier électoral de Lionel Jospin, au point que Jean-Louis Debré, qui était le président du groupe RPR à l'époque à l'Assemblée nationale, j'avais présenté 49 amendements pour poser les bases de la 6e République. Et cela avait fait dire à Jean-Louis Debré, je préfère la constitution de mon père aux amendements de ma mère. Très astucieux. Et on s'était battu contre ça parce que il y a eu l'inversion du calendrier qui a fait primer la présidentielle sur toute la séquence politique qui suit, et donc qui a fini par pervertir le régime parlementaire dans lequel nous nous trouvons encore. Et nous ne sommes pas dans un régime présidentiel à l'américaine où il y a des contre-pouvoirs. D'ailleurs, Sarkozy s'est très bien engouffré dans la brèche. On a aligné le mandat du président sur le mandat des députés. Et résultat, cette élection présidentielle, elle est incontournable. On ne peut pas l'éviter, même si elle est difficile pour nous. Mais l'éviter, c'est être condamné à devenir une sorte de PRG vert qui irait faire la claque dans les meetings du PS et qui serait doté de quelques notables de province. Cette élection n'est pas adaptée pour nous. Alors, est-ce que les Verts n'auraient pas eu plus intérêt pour faire passer leurs idées et peut-être gagner des sièges à l'Assemblée à faire un accord à s'unir avec le PS? totalement avec Non, parce que je vous dis, s'unir avec le PS, c'est devenir le PRG. Or, nos idées valent mieux que nous, de toute façon, valent mieux que moi, mieux qu'Eva, mieux que tous ceux qui les portent. Et je suis convaincu que ces idées, elles vont contribuer à transformer la société. Elles ne peuvent donc pas être bornées au statut d'annexe d'une formation politique qui, de plus, sur les questions de la croissance et du progrès, ne partage pas du tout notre point de vue. Alors, vous avez parlé un petit peu de vote utile tout à l'heure, on va y revenir, puisque même à l'intérieur de votre parti, Daniel Cohn-Bendit a soutenu cette idée de vote utile. Il a dénoncé, il a critiqué l'équation personnelle de la candidate qui ne lui convenait pas particulièrement. Récemment, il est revenu sur ses propos en affirmant, selon Eva Joly, qui en a parlé sur le plateau de Laurent Ruquier samedi soir, que Daniel Cohn-Bendit allait son allemand à elle, en référence à Merkel et Sarkozy. Parallèlement, Cécile Duflot a affirmé dans une réunion que si, je cite, si on fait 4%, on s'en tire bien. Est-ce qu'elle fait quand même l'unanimité, même à l'intérieur de votre parti? Oui, je suis coprésident du conseil stratégique de la campagne d'Eva avec Cécile Duflot. Nous nous réunissons tous les lundis matins. Un conseil fédéral a eu lieu il y a 15 jours. On annonçait une motion demandant le départ d'Eva Joly, une motion qui n'a jamais existé et qui n'a pas été présentée pour la bonne raison qu'elle n'existait pas. Et nous avons voté à l'unanimité le budget de la campagne présidentielle. Donc tout le monde est derrière Eva, tout le monde est autour d'elle. Est-ce que vous revoyez un petit peu Nicolas Hulot en ce moment? C'est à où il est resté très rancunier de sa défaite. C'est à Nicolas Hulot qu'il faut poser la question, mais Nicolas, il a fait des choix. Il a fait des choix très importants dans sa carrière. Très irréversible d'une certaine manière. Il s'est engagé dans une primaire, dans un combat politique qu'il a perdu, et je rappelle quand même qu'il avait bien dit au moment de la primaire que s'il perdait la primaire, il soutiendrait Eva Joly. Il n'a pas tenu sa parole, donc je considère que Nicolas, il est passé chez nous en touriste et il fait sa vie ailleurs, mais je le regrette beaucoup parce que je pense que c'est une voie, et une voie indispensable. Il a choisi le silence, c'est la preuve qu'il n'était pas fait pour la politique. Alors, Europe Écologie Les Verts propose une sortie sur 20 ans du nucléaire, appuyée sur le fait que, selon Eva Joly, après le mythe de l'indépendance énergétique et celui de la technologie sûre, c'est le mythe du nucléaire comme énergie pas chère qui s'effondre suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur le coût du nucléaire. Le problème, c'est que vous vous basez beaucoup sur le modèle allemand qui, pour parvenir à sortir du nucléaire en 2022, subventionne pour assurer sa transition énergétique la production d'énergie à partir de centrales à charbon notamment, qui sont très polluantes. Alors, est-ce que ce modèle allemand peut encore symboliser la voie à suivre? Est-ce que le coût écologique d'une telle sortie du nucléaire est finalement pas un recul dans la marche vers l'énergie verte et l'énergie moins polluante? C'est toujours très intéressant quand des jeunes étudiants ou des journalistes chevronnés posent des questions sur le nucléaire, parce qu'ils les posent toujours avec l'ombre portée d'une propagande de 40 ans d'EDF sur la question de l'énergie.
et y compris sur la question de l'Allemagne. Là, on parle pas de propagande d'EDF, on parle mais je vais vous dire, parce que vous dites dans votre question, qui est très intéressante, il y a toute une série de contre-vérités, et toute une série d'erreurs. D'abord, il faut que vous sachiez que les Allemands consomment aujourd'hui 30% de moins d'électricité que nous, hors chauffage. Donc c'est un problème de mode de vie et un problème de choix politique. La France s'est engagée dans le tout nucléaire dans les années 70. Et aujourd'hui, nous sommes où on est en pic de consommation. On achète de l'électricité à qui? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à la Suisse et à l'Allemagne. L'Allemagne était en 2011 le premier exportateur net d'électricité en Europe. Nous avons aujourd'hui un triste record d'Europe. 38% de nos logements sont dotés de chauffage électrique. C'est unique en Europe. Et pourquoi on a doté les logements de chauffage électrique? Pour financer le programme électronucléaire de la France. Deux, vous dites la transition. Non mais attendez, vous dites la transition, bien sûr que non, mais bien sûr que non. Le charbon, c'est moins polluant. Mais je vous ai pas dit que le charbon était moins polluant. Laissez-moi terminer. Déjà, je vous dis que l'Allemagne, là où nous produisons, 5% d'énergie verte, d'électricité verte avec les éoliennes, l'Allemagne en produit déjà 13% et a fixé comme objectif 17% en 2020. Il faut que vous sachiez que nous sommes dans une exception unique au monde, puisque la France fait dépendre son alimentation électrique à 75% du nucléaire. L'Allemagne sort progressivement du nucléaire de manière plus facile que nous, puisque le nucléaire ne représentait que 22% dans l'énergie finale que nous consommons. Il faut peut-être expliquer aux Français qu'on les a conditionnés sur le nucléaire qui suffirait à toute notre énergie. Ce n'est pas vrai. Le nucléaire, ce n'est que 17% de l'énergie finale que nous consommons en France. Donc aujourd'hui, vous avez du chauffage au fioul, vous avez du chauffage au charbon, vous avez la filière bois qui malheureusement n'est pas suivie, les voitures et les camions, que je sache, ne fonctionnent pas à l'énergie nucléaire, mais au pétrole. On vous fait croire. Mais derrière tous ces chiffres, il y a quand même un fait l'Allemagne ne subventionne pas. L'Allemagne ne subventionne pas. D'abord, contrairement à ce qu'on dit, l'Allemagne ne va pas ouvrir de nouvelles centrales au charbon. Elle importe de la Pologne. Elle ne va pas ouvrir de nouvelles centrales au charbon. Aujourd'hui, ce qui est subventionné, c'est l'éolien et le photovoltaïque, et c'est une politique d'efficacité énergétique. Donc, le modèle allemand n'est pas un mauvais modèle pour la transition énergétique, et contrairement à ce que vous avez dit, les écologistes ne proposent pas une sortie progressive du nucléaire en 20 ans, mais en 25 ans. Autant pour moi. Très bien. Alors, dernière question avant de clôturer cette émission. Eva Joly a également proposé la suppression du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle avait déjà proposé il y a quelques temps pas du tout ça, mais là encore. Non, mais attendez. Moi, j'arrête maintenant. Et le remplacement par un siège européen. Vous allez me dire, elle a demandé la suppression du 14 juillet. Non, elle a demandé la suppression du défilé militaire. La démilitarisation du 14 juillet. Eh bien, elle ne demande pas la suppression du siège de la France. Elle demande une réforme de l'Organisation des Nations Unies, et notamment du Conseil de sécurité. La suppression du veto. Qui n'est que l'affirmation de ce que nous disons depuis 15 ans, les écologistes, sur l'Organisation des Nations Unies, avec des droits de veto, comme vous le voyez aujourd'hui, qui valent complicité de crimes contre l'humanité, quand la Chine et la Russie opposent leurs droits de veto sur une intervention en Syrie. Donc elle demande une réforme de l'Organisation des Nations Unies, une réforme du Conseil de sécurité et une suppression du droit de veto. Et elle souhaite l'instauration d'un siège européen. Elle s'est longuement expliquée. Elle a bien sûr raison. Elle s'est longuement expliquée sur cela. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est pas une incongruité de demander un siège européen. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que ces propositions trouveront leur audimat, si je puis dire, leur électorat parmi les Français? Parce que est-ce que vous ne pensez pas que ce que propose Eva Joly passe dans l'idée des Français pour une réduction du prestige de la France? Le 14 juillet, c'est très symbolique. Le 14 juillet, c'est très très symbolique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un Concorde qui ne marche pas, c'est un Rafale qu'on vend, qu'on n'a pas encore vendu aux Indiens et qu'on va leur vendre à condition que ce soit. Pourquoi est-ce qu'elle trouve cela dépassé, ce défilé militaire, par exemple? Comment? Pourquoi est-ce qu'elle trouve cela dépassé? Parce qu'elle se fait référence tout simplement à la Révolution française, et que le 14 juillet, dans l'esprit des révolutionnaires, n'a jamais été un défilé militaire, mais un défilé qui célèbre la prise de la Bastille et la Révolution. Donc voilà, oui, il y a eu l'armée de Valmy, mais on n'est pas obligé. Dans ces cas-là, par exemple, de faire défiler. L'hymne national qui est très violent, qui est très militaire, elle aimerait aussi le supprimer, par exemple? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les paroles de notre hymne national sont des paroles très violentes. Mais c'est notre hymne national, et jamais Eva Joly n'a demandé la suppression de l'hymne national. Mais si on poursuit
sa logique, ça serait ça ou pas? C'est vous qui poursuivez cette logique. Vous pouvez vous dérouler la logique que vous souhaitez. Ce n'est pas la nôtre. Donc ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Quand nous proposons une réforme de l'Organisation des Nations Unies, il me semble que les derniers événements que nous avons connus et que nous sommes en train de connaître, je pense aussi à l'Afghanistan, montrent qu'il y a un problème avec l'Organisation des Nations Unies et qu'aujourd'hui on ne fait pas primer la diplomatie sur la guerre. Donc oui, que l'on règle ces problèmes et que l'on réforme l'Organisation des Nations Unies et que notamment à l'Organisation des Nations Unies soient représentés de manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus forte, les pays qui sont des petits pays et les pays émergents qui aujourd'hui n'ont pas le droit à la parole. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Noël Mamère d'être venu sur le plateau de Sciences Po TV. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Témoins de campagne.